hearts beat to the city. Our hearts beat to the city. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit du premier vlog de l'année 2025 qui se fera peut-être en une seule fois parce que j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler des 3 livres que j'ai lus en décembre. Même s'il y en a un, je vous en ai parlé dans les vlogs de décembre, mais bon, tout le monde les a peut-être pas vus étant donné que c'était en voiture avec beaucoup de bruit, donc je comprends. Donc je vais vous montrer ces 3 lectures. Je vais vous parler également de ma première lecture de janvier, qui est toujours en cours. On est le 8 janvier et j'en suis toujours qu'à mon premier livre. Et ensuite, on va faire ma pile à lire de janvier ensemble. Vous allez voir, ça va être très simple et très court parce que comme je vous disais juste avant, on est déjà le 8 janvier, j'ai toujours pas lu un seul livre en entier. Donc on va pas faire une pile à lire de 15 livres, hein. Ça c'est certain. Donc on commence tout de suite. Alors, au mois de décembre, j'ai lu ces 3 livres. Donc The Perfect Love, je l'avais déjà commencé en novembre, mais j'avais pas eu le temps de le terminer. C'est un tome 2, le premier tome s'appelle The Perfect Match. Et là, on est avec The Perfect Love de Lila Mars. Donc, c'est la suite directe. C'est vraiment un enchaînement du 1 au 2. On aurait pu les mettre dans un même tome. Donc, on est dans une romance dystopique. Ça se passe au 22e siècle où on ne peut pas se marier avec qui on veut. On doit répondre à un algorithme. Il faut qu'il y ait un pourcentage de plus de 50% pour avoir le droit de se marier avec une autre personne. L'homosexualité est interdite. Enfin, voilà, on est dans une société où le gouvernement est composé de scientifiques et finalement il y a très peu de liberté. C'est aussi dans un monde post-apocalyptique où beaucoup de zones de la Terre ne sont plus habitables. Et donc dans le premier tome, on suit un garçon et une fille qui ont un pourcentage de match qui est de 98,8% je crois, donc presque parfait, alors qu'au début ils se détestent et forcément si c'est une romance, ils finissent ensemble. Et là dans ce deuxième tome, donc le premier tome est très très axé sur la romance, et en revanche ce second tome est vraiment, je trouve, basé sur l'action. Il se passe énormément de choses, énormément de retournements de situation, des choses que je ne voyais pas du tout arriver, j'étais tout le temps surprise, c'était très agréable. Bien sûr, la romance est toujours dans l'histoire, hein, c'est quand même la base, mais j'ai trouvé que c'était déjà c'est moins lent. Les situations m'ont quand même énervée parce que voilà, il y a un manque de communication entre les personnes. Et quand on joue un double jeu, forcément, quand on est obligé de se cacher par rapport aux autres dans une société, dans un petit groupe, bah forcément ça crée des tensions parce que la deuxième personne, elle ne sait pas si la personne joue un jeu ou si elle est toujours la même. Donc c'est toujours compliqué et j'aime pas du tout ce genre de situation. Et là, c'est vrai que ça a été un petit peu agaçant. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup d'action, c'est quand même très bien passé. Donc j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Je lirai prochainement, j'espère, le 3e qui n'est pas... Alors, c'est pas vraiment une suite, mais bon, c'est quand même la même histoire. Parce que là, c'est le 1 et le 2 de I'm Not Your Soulmate, donc je ne suis pas ton âme sœur. Et le 3e s'appelle The Perfect Fall. Mais c'est pas le même sous-titre en dessous, je m'en souviens plus. Donc c'est pas vraiment un tome 3, mais c'est quand même la continuité de l'histoire. Mais avec un autre personnage qui est mis en avant. Là, c'est Elliot et... je sais plus. Isaac, voilà. Là, on est avec Elliot et Isaac. Et ils ont un ami qui s'appelle Matthew. Et dans le tome 3, c'est, je crois, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment Matthew qui est au centre de l'histoire. Et du coup, on va être à la suite de celui-ci, mais en fait, dans celui-ci, à la toute fin, je ne sais plus si c'est l'épilogue ou le dernier chapitre, mais on est, je ne sais plus combien d'années plus tard. Ouais, c'est dans l'épilogue. On est, je sais pas, peut-être 20 ans plus tard. Ouais, on est presque 20 ans plus tard
à l'épilogue. Et du coup, on voit ce qu'ils sont devenus. Et dans le tome 3, du coup, bah, on revient en arrière, avant l'épilogue. Et du coup, on va savoir ce qui s'est passé après. Donc, j'ai quand même hâte. Je ne l'ai pas en ma possession, donc il faudra que je l'achète. On verra quand, mais j'espère dans pas très longtemps. Ensuite, au 1er décembre, j'ai commencé, enfin en parallèle plutôt, j'ai commencé Secret Santa de Sophie Jomain qui était un roman de l'Avent, donc les chapitres étaient scellés, il fallait en ouvrir un chaque jour. J'ai pas pu forcément respecter ça, au début oui, il y a un moment où j'ai pas pu lire pendant 2-3 jours donc j'ai dû rattraper, mais je l'ai quand même fini le 24 décembre. Donc on est sur une romance très young adult, on est avec, comment elle s'appelle? C'était il y a un petit peu de temps maintenant. Fanette. Fanette, qu'on surnomme Fan, qui est étudiante en sociologie en 2e année avec sa meilleure amie qui est aussi sa colocataire. Et en fait, Fanette, elle a des parents qui sont très très riches mais qui ne sont pas des héritiers. Ils sont riches parce qu'ils ont réussi dans la vie, ils ont fait des études, ils ont créé des entreprises et ça marche très très bien. Et en revanche, elle a un petit ami qui s'appelle Gavin, qui lui aussi est très riche, mais pas parce que ses parents ont beaucoup travaillé et tout ça, c'est juste parce qu'ils ont été des héritiers, et que lui aussi est un héritier, et lui il a arrêté la fac, et il passe sa vie du coup à prendre du bon temps en fait, à sortir, voir ses potes et tout ça. Il a une voiture de luxe qui est son bébé, rien d'autre ne compte à part sa voiture. Et du coup, au début, bah, ils sont ensemble et forcément, il va se passer des choses. Fanette va vouloir arrêter la fac parce qu'elle a l'impression que ça ne lui sert à rien, ses cours ne l'intéressent pas. Et sa meilleure amie lui parle d'une annonce d'une association qui a besoin d'aide juste avant les fêtes de fin d'année. Et elle lui dit, bah voilà, pourquoi pas, si tu cherches un sens à ta vie, peut-être va aider et peut-être que ça va te faire du bien. Et en effet, elle va y aller, elle va s'investir énormément, et donc il va se passer des choses, dont une romance. Donc je vous en dis pas plus, si jamais vous voulez lire l'année prochaine, ou même en cours d'année, hein, pourquoi pas. Mais bon, c'est quand même très Noël. Et enfin, après, j'ai commencé le jour de Noël, Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Je l'ai commencé le jour de Noël et je l'ai fini le jour de la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre. Donc je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais acheté neuf pour le lire l'année dernière au moment de Noël, sauf que j'avais pas eu le temps. Et du coup je l'ai lu cette année. Et franchement, j'ai adoré. Je m'attendais à une bonne lecture, mais je m'attendais pas à ce que j'aime autant, j'ai vraiment adoré. Donc, ça s'appelle Meurtre sur le Christmas Express. Forcément, il y a des références à Agatha Christie et son célèbre Le Crime de l'Orient Express. Ça se passe dans un train de luxe, de nuit, mais pas au même endroit que l'Orient Express. Là, ça se passe en Angleterre. Le train se dirige vers les Highlands. Et donc, on est la veille de Noël. Il y a 18 passagers qui montent à bord d'un train couchette. Et parmi ces passagers, il y a une ancienne flic, mais qui vient juste de donner sa démission. Et elle se rend dans les Highlands parce que, pour passer Noël avec sa famille, notamment sa fille, qui est enceinte et qui va très 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 bientôt accoucher. Et ça va être vraiment un fil rouge tout au long du roman, cette histoire. Et Rose, on comprend qu'elle a un passé difficile, elle a eu des relations difficiles avec sa mère, avec sa propre fille, et elle veut arranger les choses. Et il y a une raison à ça, donc on va le découvrir pendant le livre. Et forcément, il n'y a pas qu'elle dans le train. Il y a d'autres personnages. J'ai pas envie de vous dire ce qu'ils font dans la vie. Parce que pour le coup, moi, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça très bien de ne pas le savoir avant. Donc, voilà, il y a certaines personnes qui ont des vies totalement différentes. Très différentes. Certaines personnes se connaissent, d'autres personnes se connaissent pas. Et du coup, au début, on a vraiment l'ambiance qui s'installe, de découvrir le train, comment ça se passe, qui sont ces personnes, ce qu'elles vont faire. Le train, forcément, va tomber en panne et il va se passer des choses, dont des meurtres. C'est écrit dans le titre, donc je vous spoil rien. Et forcément, Rose va se retrouver un petit peu mêlée à ça. Son côté enquêtrice va reprendre le dessus. Elle va pas pouvoir s'empêcher de mener l'enquête. Et en même temps, la conductrice du train va un petit peu la pousser aussi à mener l'enquête parce que bon, ça lui permet d'avoir une personne qui
d'autorité qui peut prendre les choses en main, dans une situation comme ça, perdu au milieu de nulle part, coincé avec la neige et tout ça. Donc voilà, donc j'ai énormément aimé ce livre-là. L'autrice a écrit aussi, je crois, Petit meurtre à Endgame. Je crois que c'était avant celui-ci d'ailleurs. Donc je pense que je me le procurerai aussi parce que voilà, j'ai beaucoup aimé la manière de raconter, la plume, l'histoire, l'ambiance. Donc je pense que j'aimerais l'autre aussi. Pourtant, vous savez que je suis pas très cozy mystery. Mais là, j'ai trouvé que ça changeait, notamment les thèmes abordés. Je ne vais pas vous le dire parce que je trouve que c'est bien de le découvrir. Les thèmes abordés, je les ai trouvés très d'actualité, très bien menés. Et voilà, ça contribue au fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Donc voilà pour les 3 livres que j'ai lus en décembre dont je n'avais pas pu vous parler. Et maintenant, au 1er janvier, j'ai débuté un livre qui n'est pas une fiction. J'ai commencé La Terre à soif d'Eric Orsena. Alors, normalement c'est le 7e ou 8e tome d'une série, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres parce que chaque tome est sur un thème différent. Là on est sur les fleuves et les rivières du monde entier, mais vraiment du monde entier. Donc c'est très complet. Eric Orsena est un amoureux de l'eau, des fleuves, mais aussi des mers, enfin d'énormément de choses. Il nous raconte ça au début. Je connaissais que le nom de ce monsieur, je ne savais pas ce qu'il faisait, mais c'est très intéressant. J'en suis qu'à la moitié. Il fait à peu près 400 pages, j'en suis qu'à 228, donc j'avance très lentement, mais j'avance. Mais c'est hyper intéressant parce que, oui, il nous parle des fleuves. Pourquoi il nous parle des fleuves? Il nous parle des fleuves parce qu'on est dans une situation planétaire où on est de plus en plus touché à la fois par des sécheresses qui sont de plus en plus longues et de plus en plus chaudes, et en même temps on a de plus en plus d'inondations qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Donc du coup, voilà, tout ça est lié à l'eau, au réchauffement climatique planétaire, et du coup, voilà, il enquête un petit peu, il s'intéresse aux fleuves, à leur histoire, à comment les humains interagissent avec les fleuves, donc soit qu'ils le contraignent, soit qu'ils l'utilisent. Et du coup, on nous parle aussi des fleuves, comment ils réagissent face à l'interaction humaine. Donc il y a énormément de choses, on a de la géographie, on a de l'histoire, on a de la politique, on a de la géopolitique. Et moi, j'adore, c'est exactement ce que j'adore. Or forcément, il faut un petit peu plus de concentration parce qu'il y a des moments où il y a quand même beaucoup de chiffres. Il y a aussi de la géographie, on a quelques cartes, donc ça aide. Hein. Et ce que j'ai bien aimé en plus, c'est que le premier fleuve dont il parle, c'est la Garonne. Le tout premier, je ne m'attendais pas, forcément il commence par la France, mais en France il commence par la Garonne. Et la Garonne, moi c'est le fleuve qui est le plus proche de moi, je suis à seulement peut-être 10 km, même pas à vol d'oiseau, donc il est vraiment tout proche de moi. Et donc voilà, il parle des fleuves français, de la Garonne et aussi de la Seine, la Loire, du Rhône, je crois que c'est tout, peut-être le Rhin, je sais plus. Après on prend le Danube et du coup on traverse l'Europe, et une fois arrivé en Europe, on continue en Asie. Une fois qu'il a fini en Asie, on va en Australie, et là on est en Amérique du Nord, donc le Canada, et là j'ai commencé hier soir les États-Unis. Donc après il restera encore l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc voilà, on fait un petit tour du monde des fleuves. Je trouve ça hyper intéressant. Il aborde plein de thèmes différents. Et en plus, il n'y a pas que des chiffres et de la science. Il y a aussi le côté humain. Il y a aussi le côté... c'est très riche parce qu'en même temps, il nous parle de chansons ou de livres qui ont été écrits à partir... en hommage à ce fleuve ou à une région du monde. Il y a vraiment beaucoup de choses mélangées, il y a de la poésie. C'est très riche, très varié et très intéressant. Mais forcément, ça prend un petit peu de temps à le lire, donc il faut être patient et prendre son temps. Bon, je vais boire un petit peu parce que je commence à avoir un petit peu soif à force de parler. Je n'ai plus l'habitude. Et donc maintenant, on va parler de ma pile à lire de janvier. Donc forcément, dans ma pile à lire de janvier, il y a d'abord celui-ci, La Terre à soif.
faut que je termine. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo d'envie, projet 2025 et tout ça, normalement, je vous ai déjà tout raconté. Je vais avoir dans ma pile à lire, du coup, le livre mystère, des 12 plus vieux, un des 12 plus vieux livres de ma palle qui ont été emballés par ma fille. Donc, j'ai sorti le numéro 1. Elle les a numérotés de manière aléatoire, en fonction de, enfin, au fur et à mesure qu'elle les emballait. Normalement, voilà, je suis censée ne pas savoir ce qu'il y a dedans, mais bon, ça fait qu'une semaine qu'ils sont emballés, donc je sais à peu près ce que j'avais dans ma bibliothèque. J'ai qu'une quarantaine de livres dans ma palle, donc voilà, j'ai quand même une bonne mémoire, je me souviens. Il est assez épais, c'est un format poche, donc je pense que c'est le volume 2 de Jalna, je pense, mais on va découvrir ensemble. Je pense qu'il y aura un peu plus de mystère après, au fur et à mesure des mois, parce que je vais oublier. Et oui, c'est bien ça, j'ai bien deviné. C'est le volume 2 de Jalna. Alors le volume 2, il fait 763 pages. Je ne m'aide pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout pour ce mois de janvier. Donc, ça veut dire que j'ai Jalna à lire également. Voilà. Ensuite, la deuxième contrainte. Enfin, c'est pas... comment je vais dire ça? C'est pas une contrainte. Mon deuxième engagement. Mon deuxième engagement, c'est à propos du tour du monde en livre. Ce mois-ci, au mois de janvier, je dois lire un livre qui parle, enfin, d'un auteur afghan, pardon, j'allais dire afghanistanais, vraiment, d'un auteur afghan. Donc sur Instagram, j'ai mis une story avant-hier des 4 livres qui m'intéressaient. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram d'en choisir un. Ils ont choisi Les Cerfs-Volants de Kaboul de Khaled Hosseini, je crois. Je l'avais pas en ma possession, donc j'ai dû l'acheter, le commander. Je devrais l'avoir, je crois, samedi. Oui, je crois que c'est celui-ci que je dois recevoir samedi. Je croise les doigts pour que ce soit le facteur qui me le livre, parce que les livreurs ne connaissent pas l'adresse. Ça fait déjà 2 colis qui sont perdus. Donc voilà, donc là je fais ça pour ce mois-ci, mais je pense que pour le mois prochain, j'irai commander en librairie. Il y a une librairie, je crois, dans la ville d'à côté, qui est à 5-10 minutes. Donc je pense que je ferai ça, parce que là, c'est pas la peine de commander par internet. La rue n'est pas encore répertoriée sur les GPS, donc c'est une galère pas possible. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore les cerfs-volants de Kaboul, mais je l'ai commandé, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Et ma troisième contrainte, ça je ne sais pas si je vous en ai parlé, chaque mois, je me fixe pour objectif de lire le plus gros livre de ma palle actuelle. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne m'aide pas, parce que là, ça me fait déjà 2 pavés, et je dois en rajouter un 3e. Et donc, le plus gros livre de ma palle, je l'ai devant moi, je vais vous retourner. J'avais oublié que je pouvais mettre pause. Bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Alors, donc là, vous avez ma palle. Donc, vous voyez, elle loge sur une petite étagère. C'est nickel. Et donc, le premier, si je me trompe, enfin, le plus gros, si je ne me trompe pas en termes de pages, c'est celui-ci. Il s'agit La punition qu'elle mérite d'Elisabeth George. Et c'est un thriller, si je ne me trompe pas. Ouais. Je sais pas de quand il date, je me souviens plus. Il date de quand? Je vous retourne. Je vous prends ce sens-là, c'est plus facile. Donc, il était édité chez Presse de la Cité à la base. Je cherche juste la date de sortie, mais je galère un peu. Bon, il était imprimé en 2020, mais à la base, il est sorti en quelle année? Ils ne veulent pas me le dire. Ah si, ok.
sorti en 2018-2019. Ouais, 2018 aux États-Unis et je crois 2019 en France, en grand format. Donc il est quand même assez récent. Je n'ai jamais lu cette autrice. Je l'avais pris parce que la couverture et le titre me plaisaient bien. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ma pile à lire de janvier. Parce que voilà, il est déjà bien entamé et je suis pas sûre de pouvoir réussir à tout lire. Et je m'engage aussi cette année, quand je fais des piles à lire mensuelles, si je n'ai pas réussi à lire tous les livres que j'avais prévus, je les reporte obligatoirement sur le mois d'après et du coup, ils sont prioritaires. Comme ça, voilà, parce que j'ai remarqué en cette fin d'année 2024, j'avais fait des piles à lire pour septembre, octobre, novembre. Celle de septembre a été respectée parce que je crois que j'avais fait le 7 jours 7 livres, donc ça a été plus facile. Par contre, en octobre et en novembre, je crois que j'avais pas réussi à tout lire. Et pourtant, il y avait des livres qui m'intéressaient vraiment beaucoup. C'était juste un manque de temps. Mais du coup, le fait de les avoir mis dans ma pile à lire et de pas les avoir lus, du coup, je les ai rangés dans ma bibliothèque. Je les ai pas ressortis le mois d'après. Donc, je pense que voilà. Maintenant, quand j'aurai pas terminé ma pile à lire sur un mois, je la reporte sur le mois d'après. Du coup, je ferai peut-être des piles à lire moins grandes pour que ce soit plus jouable. Et donc, en plus des 4 là, vu que les livres des auteurs afghans, les 4 que j'ai choisis à la base m'intéressaient vraiment, vraiment beaucoup, je pense que si j'ai encore du temps, je lirai les autres. Voilà, parce que franchement, ils ont l'air tous très intéressants quand j'ai lu le résumé. J'ai vraiment très, très envie de les découvrir. Donc, si je les lis pas ce mois-ci, j'essaierai de les caser les mois d'après. Mais étant donné que tous les mois, je vais découvrir un nouveau pays, ça risque de me créer de nouvelles envies. Donc ça va être assez chaud. Alors comment ça va se passer cette année 2025 si j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire? Ça risque de pas être toujours simple. Mais je vous rassure, c'est pas contraignant. C'est vraiment, c'est plus comme un jeu en fait. Parce que comme j'ai toujours du mal à choisir mes lectures, mais vraiment parce que forcément je suis influencée aussi par ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais je les ai pas dans ma pile à lire. Et j'ai pas envie de faire des achats de nouveaux livres pour peut-être les lire, mais qui risquent de juste s'entasser dans ma palle sans que je les lise tout de suite et ça va m'angoisser après. Donc là, le fait de faire comme ça me permet d'avoir un côté ludique qui m'oblige un petit peu à prendre presque au hasard des livres sans que j'ai à me torturer, à me demander tiens, je vais lire lequel et puis après lequel. Là, finalement, c'est mathématique. Un qui est un livre mystère, un qui est le plus gros de ma palle, un qui correspond à un pays. Finalement, je trouve que c'est plus ludique et ça m'aide dans mes choix. Donc voilà les 3 que j'ai en version papier. Et l'autre qui arrivera bientôt. Et j'ai toujours mon autobiographie de George Sand aussi qui m'attend sur ma liseuse. Elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend. Je suis toujours qu'à 15%. Pourtant, c'est hyper intéressant aussi. Mais vraiment, là on est le 8. Il me reste une semaine à gérer avec l'ancienne maison. Je rends les clés le 15. Donc entre-temps, j'ai encore des choses à y faire. Mais à partir du 16, ça veut dire que je suis libérée. Et vu que j'aurais passé 1 mois et demi de gros stress, je pense que je vais prendre bien 2 semaines de repos à ne pas faire grand chose, peut-être juste lire. En tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. On va voir si si l'année 2025 est de mon côté ou pas. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. Je sais pas combien de temps fait le vlog déjà, donc s'il est long, je vous dis au revoir. Et si y a encore moyen de rajouter un petit peu de temps, je reviendrai vous parler de ma lecture actuelle dans les prochains jours. Voilà. Alors, je viens clôturer ce vlog en parlant de ma lecture audio terminée. C'était Northerville, que j'avais commencé en 2024. C'est un livre qui m'intéressait, mais en même temps, comme l'auteur c'est Franck Tillier, je me suis dit, on va tester une dernière fois avant d'abandonner totalement. Il y avait beaucoup de très bons avis, comme d'habitude. Donc je me suis laissée tenter. Bon sans surprise, hein, j'ai pas accroché non plus. L'histoire. Ça se passe au Canada. Dans le nord du Canada. Avec
une partie de l'histoire, une grosse partie de l'histoire se déroule dans une réserve d'Amérindiens. Mais pas que. Pas que. Il y a une petite partie aussi qui se passe dans une ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, une ville canadienne pas très connue. Mais donc, il se passe au tout début de l'histoire, on découvre une jeune femme. Elle est retrouvée morte au bord d'une route, je crois, complètement mutilée, mais vraiment de manière atroce. Et il s'agit d'une jeune femme qui est française, qui est venue au Canada, pas pour une mission humanitaire, mais elle travaille dans le milieu humanitaire quand même, mais pas de manière bénévole, enfin je crois pas. C'est son métier. En France, elle a son père, avec qui il a coupé les ponts 10 ans auparavant, et sa mère est morte dans un accident de voiture, peut-être 20 ans auparavant, ou peut-être même 30 ans auparavant, en tout cas elle était enfant. Et donc voilà, donc on va suivre l'enquête au Canada, mais bien sûr on va avoir le père qui va débarquer, et le père c'est pas n'importe qui, c'est un criminologue français, donc forcément il va vouloir se mêler à l'enquête. Et donc il y a lui qui débarque, et la flic qui va enquêter au Canada, qui est canadienne, s'appelle Léonie. C'est une jeune femme métisse, son père était blanc, sa mère était amérindienne. Et du coup elle a vécu dans la réserve en question, parce que son père était le directeur de la mine, je crois. Et sa meilleure amie s'appelait Maya. Elle était amérindienne pure souche. Et donc elles auraient été très 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 amies jusqu'à l'adolescence, au moment où la mine a fermé et où Léonie a déménagé. Et voilà, donc ils vont enquêter sur le meurtre de cette jeune femme, Morgane, retrouvée morte dans cette réserve. Donc ça, c'est l'histoire, je vous en dis pas plus. Ce que j'en ai pensé. Bon, encore une fois, j'ai pas aimé, je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai réussi à identifier certains petits trucs qui, je pense, m'ont énervé. D'une part, j'ai trouvé que l'histoire était en fait très française. Alors certes, l'auteur est français, on a un des personnages qui est français, mais j'ai trouvé que dans tout ce qui était procédure, l'organisation des flics et tout ça là-bas, j'ai trouvé que c'était très français. Alors peut-être qu'en effet ça ressemble beaucoup à la France, ou peut-être que c'est identique, mais j'ai trouvé que c'était trop français. Même dans les dialogues et tout ça, il n'y avait aucun mot québécois ou canadien. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça trop français. Voilà, ça aurait très bien pu se passer en France, ça aurait pas fait une grosse différence. On nous parle un petit peu de cette réserve indienne, mais que en mal. Les personnages principaux, finalement, les victimes sont, à part Morgane qui est française, toutes les autres sont des victimes amérindiennes, mais on ne leur donne jamais la parole. Jamais. À aucun moment, on ne fait parler ces personnes-là. Alors que c'est pourtant, je trouve ça plutôt normal de les inclure dans l'histoire, mais elles ne sont pas du tout incluses dans l'histoire, j'ai trouvé. C'était toujours d'un point de vue extérieur, du point de vue des Blancs. Et du coup, ça m'a dérangée. Ça aussi. Même la manière de raconter l'histoire, j'ai trouvé ça assez plat. La personne qui lit l'histoire, j'ai trouvé que c'était plat aussi. Ça manquait d'intonation. Il y a eu plein de fois où j'ai zappé, je me suis dit ah mince, j'ai oublié, je crois que j'ai loupé des trucs. Et en effet, je ne me raccrochais en fait que quand il y avait des conversations. C'est très plat, très ennuyant et très long. À un moment, je pensais que j'étais presque arrivée à la fin et en fait, il me restait encore 2h30 à écouter. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai bien fait d'enlever de ma palle les livres de Franck Tillier. C'est pas fait pour moi, ça ne me convient pas. Autre chose qui, je me rends compte, arrive à chaque fois ou presque dans les Franck Tillier que je n'aime pas, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun personnage qui est normal. Ils ont tous des casseroles. Mais vraiment, c'est toujours des personnes torturées, c'est pas juste une, c'est tous. Tous ont un passé horrible et on a l'impression qu'il n'y a que ça, que tout le monde dans la société est comme ça. Et du coup, c'est très dérangeant, c'est très noir, très sombre et voilà, je trouve que c'est trop. Trop, c'est trop et pour... il n'y a même pas de frisson, il n'y a pas spécialement de suspense, donc je trouve que c'est du sombre pour du vide. Donc voilà, donc une fois de plus, j'ai pas aimé. Mais voilà, au moins, je regrette pas de l'avoir
acheté parce que je l'ai écouté en audio, donc voilà, je le vois pas dans ma bibliothèque, il n'y a pas de souci. Ça m'a occupé le temps que j'avais des choses à faire, donc voilà. Mais voilà, aucun regret de ne pas l'avoir acheté. Je me félicite même de ne pas avoir craqué à l'acheter. Parce qu'en plus, il est que en grand format pour l'instant. Donc voilà, donc il me faisait très envie, mais une fois de plus, déçu. Mais bon, c'est pas très grave. On apprend aussi en découvrant, en relisant, des fois on s'accroche, on sait que c'est pas pour nous, mais on s'accroche. Et là, ça ne l'a fait que le confirmer. Donc voilà, vous ne me verrez plus, vous ne m'entendrez plus dire que j'ai lu ou que j'ai écouté un Franck Thillier. Voilà, c'est la plus grande résolution pour 2025. Voilà, donc maintenant c'est dit, donc je vais clôturer ce vlog ici, même si je crois que j'ai commencé le vlog avant-hier, mais c'est pas grave. On est vendredi le 10 janvier, oui c'est ça. Donc j'en débuterai un plus tard, je pense quand j'aurai terminé mon livre, parce que pour l'instant j'avance toujours pas très vite. Donc je suis toujours dans La Terre à soif, j'en suis à la page 271. Donc ça veut dire que en 2 jours, j'ai dû lire une 50aine de pages. C'est ça. Hier, je crois que j'ai lu une 30aine de pages. La veille, une 30aine de pages. Je me suis endormie dessus à chaque fois. Donc ça ne servait à rien de continuer. Il fallait que je dorme. Donc voilà. Donc il me reste encore bien 150 pages. Donc je reviendrai ouvrir un nouveau vlog quand j'aurai terminé celui-ci. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt. J'avais oublié que je pouvais mettre pause. Bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Alors, donc là, vous avez ma palle. Donc, vous voyez, elle loge sur une petite étagère. C'est nickel. Et donc, le premier, si je me trompe, enfin, le plus gros, si je ne me trompe pas en termes de pages, c'est celui-ci. Il s'agit La punition qu'elle mérite d'Elisabeth Georges. Et c'est un thriller, si je ne me trompe pas. Ouais. Je sais pas de quand il date, je me souviens plus. Date de quand? Je retourne. Je vous prends le sens là, c'est plus facile. Donc, il était édité chez Presse de la Cité à la base. Je cherche juste la date de sortie, mais je galère un peu. Bon, il était imprimé en 2020, mais à la base, il est sorti en quelle année? Ils ne veulent pas me le dire. Ah si, ok. Sorti en 2018-2019. Ouais, 2018 aux États-Unis et je crois 2019 en France, en grand format. Donc il est quand même assez récent. Je n'ai jamais lu cette autrice. Je l'avais pris parce que la couverture et le titre me plaisaient bien. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ma pile à lire de janvier. Parce que voilà, il est déjà bien entamé et je suis pas sûre de pouvoir réussir à tout lire. Et je m'engage aussi cette année, quand je vais des piles à lire mensuelles, si je n'ai pas réussi à lire tous les livres que j'avais prévus, je les reporte obligatoirement sur le mois d'après et du coup ils sont prioritaires. Comme ça, voilà, parce que j'ai remarqué en cette fin d'année 2024, j'avais fait des piles à lire pour septembre, octobre, novembre. Celle de septembre a été respectée parce que je crois que j'avais fait le 7 jours 7 livres, donc ça a été plus facile. Par contre, en octobre et en novembre, je crois que j'avais pas réussi à tout lire. Et pourtant, il y avait des livres qui m'intéressaient vraiment beaucoup. C'était juste un manque de temps. Mais du coup, le fait de les avoir mis dans ma pile à lire et de ne pas les avoir lus, bah, du coup, je les ai rangés dans ma bibliothèque et je ne les ai pas ressortis le mois d'après. Donc, je pense que voilà. Maintenant, quand j'aurai pas terminé ma pile à lire sur un mois, je la reporte sur le mois d'après. Donc, du coup, je ferai peut-être des piles à lire moins grandes pour que ce soit plus jouable. Et donc en plus des 4 là, vu que les livres des auteurs afghans, les 4 que j'ai choisis à la base m'intéressaient vraiment beaucoup, je pense que si j'ai encore du temps, je lirai les autres. Voilà, parce que franchement ils ont l'air tous très intéressants quand j'ai lu le résumé. J'ai vraiment très envie de les découvrir, donc
si je les lis pas ce mois-ci, j'essaierai de les caser les mois d'après. Mais étant donné que tous les mois, je vais découvrir un nouveau pays, ça risque de me créer de nouvelles envies. Donc ça va être assez chaud. Alors comment ça va se passer cette année 2025 si j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire? Ça risque de pas être toujours simple. Mais je vous rassure, c'est pas contraignant. C'est vraiment, enfin c'est plus comme un jeu en fait. Parce que comme j'ai toujours du mal à choisir mes lectures, mais vraiment parce que forcément je suis influencée aussi par ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais je les ai pas dans ma pile à lire. Et j'ai pas envie de faire des achats de nouveaux livres pour peut-être les lire, mais qui risquent de juste s'entasser dans ma palle sans que je les lise tout de suite et ça va m'angoisser après. Donc là, le fait de faire comme ça me permet d'avoir un côté ludique qui m'oblige un petit peu à prendre presque au hasard des livres sans que j'ai à me torturer, à me demander tiens, je vais lire lequel et puis après lequel. Là, finalement, c'est mathématique. Un qui est un livre mystère, un qui est le plus gros de ma palle, un qui correspond à un pays. Finalement, je trouve que c'est plus ludique et ça m'aide dans mes choix. Donc voilà les 3 que j'ai en version papier. Et l'autre qui arrivera bientôt. Et j'ai toujours mon autobiographie de George Sand aussi qui m'attend sur ma liseuse. Elle m'attend, je suis toujours qu'à 15%. Pourtant, c'est hyper intéressant aussi. Mais vraiment, là on est le 8. Il me reste une semaine à gérer avec l'ancienne maison. Je rends les clés le 15. Donc entre-temps, j'ai encore des choses à y faire. Mais à partir du 16, ça veut dire que je suis libérée. Et vu que j'aurais passé 1 mois et demi de gros stress, je pense que je vais prendre bien 2 semaines de repos à ne pas faire grand chose, peut-être juste lire. En tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. On va voir si si l'année 2025 est de mon côté ou pas. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps fait le vlog déjà, donc s'il est long, je vous dis au revoir. Et si y a encore moyen de rajouter un petit peu de temps, je reviendrai vous parler de ma lecture actuelle dans les prochains jours. Voilà.